Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis David Bavon. Alors bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur ce webinar BMC Software. Je fais partie de l'équipe commerciale de BMC en France. J'espère que vous allez tous bien. Bien entendu, nous sommes dans des circonstances un petit peu exceptionnelles. Ce webinar est déjà le troisième depuis le confinement, donc là, on est en stade effectivement post-confinement. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné par Frédéric Lesault et Julien Borret, qui sont avant-vente sur la solution Control M. Bonjour à vous. Bonjour David, bonjour Julien, j'espère que Julien pourra se connecter dans quelques minutes. On a perdu son audio actuellement. Bienvenue à tous dans ma cuisine. Bonjour en particulier à nos amis belges, suisses et canadiens qui se joignent à nous aujourd'hui. Excellent. Alors, aujourd'hui, un webinar qui est orienté sur le marché de l'automate d'exploitation. Alors, nous sommes ensemble pour approximativement 45 minutes, montre en main. Peut-être un petit peu plus en fonction des questions qui seront posées. Et comme vous êtes nombreux à être connectés, vos micros sont actuellement coupés. Mais bien sûr, vous allez pouvoir envoyer vos questions par l'interface de chat GoToWebinar. Donc pour cela, très simple, vous appuyez sur le bouton qui représente une main et je transmettrai vos questions à Fred et Julien qui y répondront à la fin de ce webinaire. Donc par ailleurs, ce webinaire sera enregistré, est enregistré, et il sera possible de le revoir en replay dans quelques jours. Donc, nous allons tout de suite pouvoir enchaîner sur l'agenda. Je vais donc laisser Frédéric vous le présenter. Ouais, merci David. Effectivement, alors, en termes d'agenda, aujourd'hui, on va survoler des sujets plus commerciaux avec un sujet principal autour des solutions Broadcom, anciennement Computer Associates. Je conclurai ce webinaire par une toute petite démonstration de ce qu'il est possible de faire avec Control M en termes de conversion automatisée. Très bien. Alors, on va commencer peut-être par un petit tour de table. Alors, je ne sais pas si Julien, tu as le micro, mais Fred, je te laisse déjà te présenter en premier. Alors, Fred Lesault, en quelques mots, j'ai commencé à toucher le scheduling dans les années 2000, tout au début des années 2000. J'ai fait 9 ans précisément chez Orsip à l'époque. Orsip, par la suite, a été acquis par Atomic, société autrichienne, et Atomic a été absorbé par Computer Associates, et Computer Associates a été absorbé par Broadcom. Alors, j'ai pas connu la période à proprement parler Computer Associates, ni Atomic d'ailleurs, parce que j'ai quitté Orsip pour intégrer BMC en 2010. Donc, j'ai fêté mes 10 ans chez BMC il n'y a pas très longtemps, au début de la semaine d'ailleurs. Et donc, j'ai fait 9 ans en tant qu'avant-vente sur la solution Dollar Universe. Et dans le contexte, j'ai connu toute la période où Dollar Universe a été très florissant en France. Et donc, ça m'a permis d'appréhender une première portion, je dirais, du marché du scheduling de l'époque. Et donc après, Control M, 10 ans chez Control M maintenant. Voilà. Est-ce que Julien est connecté? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on Oui, t'entend très bien. Donc je te laisse te présenter, Très bien. Julien. Ouais, bonjour à tous. Merci Fred. Salut David. Moi, j'ai commencé dans l'automatisation dans les années 2010, dans 2010 exactement, par 5 ans chez Orsip, donc l'éditeur de Dollar Universe, à l'image de Frédéric. J'ai vécu la transition où Orsip s'est fait racheter par Atomic, qui était assez douloureux en tant qu'interne. Et je suis resté qu'un an. Et au bout d'un an, j'ai eu l'occasion et la chance de rejoindre BMC, avec qui je suis maintenant depuis 5 ans. Donc ça fait 2015-2020, 5 ans que je suis chez BMC. Profil technique, ingénieur avant-vente aussi, au même titre que Frédéric Lesault. très bien. J'en profite aussi pour rajouter un petit mot aussi. On est plus nombreux que ça hein, chez BMC avoir un passé CA slash Orsip, notamment Thierry Lautier, que vous connaissez, hein, qui est un commercial, et Jules-Franc Bonifay, tous les deux commerciaux chez BMC aujourd'hui. Donc le sujet de ce webinaire, laisse-moi juste finir une phrase, David. Le sujet de ce webinaire est donc une réponse à l'inquiétude qui est relativement sensible hein, aujourd'hui sur le marché des clients des solutions Broadcom, donc Broadcom, CA, Atomic, Orsip,
sur le marché français. Très clair. Merci Julien. Alors juste Frédéric, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, on a un petit peu mentionné ça, mais pourquoi ce webinaire a lieu? C'est la question que je me pose moi personnellement. Alors, il faut comprendre tout d'abord que l'acquisition de CA par Broadcom, c'est pas une chose récente, hein. Ça date de 2018, mais en fait, il a fallu du temps pour que les clients se rendent compte, et c'est que dans les 6 derniers mois qu'on a réellement vu les lignes bouger avec des appels de plusieurs utilisateurs de solutions telles que Dollar Universe, Unijob, Auto6 et Automic, qui souhaitaient alors se renseigner sur Control M. Alors, ils n'ont pas directement fait part d'une insatisfaction parce qu'il y a quand même une espèce de une ligne franche, une frontière entre j'ai un gros problème, il faut vraiment m'aider, et puis je voudrais savoir exactement ce que votre solution fait. Mais néanmoins, certains ont partagé parfois un certain désarroi ou un sentiment d'isolation face aux fournisseurs Broadcom. Ça dépend du profil des entreprises, ça dépend des contextes. Alors, d'où la mise en place de ce webinaire. Alors, soyons clairs, les solutions en question ont fait leurs preuves sur le marché, hein. Le marché du scheduling est extrêmement sévère. Si un éditeur pond un logiciel qui ne fait pas le boulot, qui automatise pas, la solution a aucune chance de survivre. Donc, les solutions dont on parle sont encore largement utilisées. Et il faut bien être clair que sans l'acquisition qu'a fait Broadcom de Computer Associates, beaucoup de clients auraient poursuivi leur chemin sans se poser de questions. Mais il se trouve que cette acquisition a remis en question beaucoup de choses. Alors, ce que vous allez entendre ou voir aujourd'hui peut poser question. Évidemment, on va nous reprocher d'être jugé parti, et c'est normal, mais on va tenter d'être factuel et d'apporter des éléments clairs et des réponses mesurées à ce débat. Broadcom existe toujours, les Computer Associates, entre guillemets, existent toujours. Il y a un certain maintien des solutions, on aura l'occasion d'en parler. Mais le but du jeu, c'est de mettre les choses à plat et de pouvoir offrir une réponse à travers ce webinaire qui s'adresse à toute une population, de telle manière à avoir l'occasion de donner un point de vue global en une seule fois. Et comme c'est un webinaire enregistré, c'est quelque chose qui pourra être réutilisé par la suite pour d'autres occasions, pour des clients qui se posent les mêmes questions. Très clair. Et ce qui nous amène à une première question à nos auditeurs. Alors, vous pouvez répondre sur l'interface de GoToWebinar. Et effectivement, la question, vous pouvez la voir sous vos yeux, c'est: utilisez-vous des produits Computer Associates, toutes technologies confondues? Alors, c'est volontairement une question large. Avant son acquisition par Broadcom, ça a été un poids lourd du logiciel et plus gros que BMC en chiffre d'affaires. Donc, il n'est pas surprenant de trouver un logiciel CA dans chaque entreprise. J'insiste sur ce point, vos réponses sont totalement anonymes. Donc, alors, ouais, il y a déjà quelques personnes qui ont voté. On va vous laisser quelques instants. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, c'est évident. Certaines personnes voudront garder par devers eux leur situation. C'est logique. Les gens continuent à voter. On va laisser un petit peu de temps. OK. Je vais fermer le vote. Alors, en gros, il y a assez peu de personnes qui ont répondu, qui ont souhaité répondre, mais ça me va, hein. On va partager les résultats. Donc, effectivement, il y a 25% des personnes qui ont dit oui sur le distribué, 25 personnes qui ont dit oui, qui ont des solutions sur le mainframe et sur le distribué, et la moitié des personnes qui n'ont pas de solution CA. Et je rappelle qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas souhaité répondre à la question. Il y aura d'autres questions au fil du temps. Une fois de plus, vous ne répondez que si vous souhaitez répondre, c'est bien normal. Hop. Très bien. Alors, merci à nos auditeurs en tout cas pour les réponses. Nous allons pouvoir plonger au cœur du sujet. En 2018, Broadcom annonce l'achat de Computer Associates. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, Fred? Alors, l'acquisition s'est faite en 2 temps. Il y a eu d'abord une annonce de l'acquisition en juillet 2018, et puis après, il a fallu du temps pour que d'un point de vue, je dirais, financier, tout ça puisse se résorber et que l'acquisition soit effective. On a vécu récemment la même chose chez BMC avec l'acquisition de CompuWare.
Et sur le coup, je dirais que pour les personnes qui étaient dans le périmètre scheduling, pour les autres éditeurs et pour les analystes financiers ou les analystes techniques du marché, il n'y a pas eu de compréhension claire de ce qui a été fait. Parce que Broadcom est un acteur majeur industriel de la création de la manufacture, je dirais, de puces électroniques, notamment pour des routeurs. C'est un fournisseur de composants. Si vous avez un téléphone portable, il y a beaucoup de chances que vous ayez des composants Broadcom dans votre téléphone. Mais en gros, c'est un acteur qui ne s'est pas beaucoup intéressé à la partie édition logicielle. Donc, sur le coup, une forme d'incompréhension. Il y a probablement des raisons politiques aussi derrière cette acquisition, mais après, Broadcom a tenté d'apporter un peu de rationnel à cette situation. L'idée, ont-ils dit, c'était de combiner les catalogues hardware et software afin de vendre plus de logiciels, enfin de vendre plus de manière générale. Après, il y a aussi des objectifs que je qualifierais de plus spéculatifs. Après l'acquisition, il y a eu tout de suite des réductions massives dans les budgets vente et marketing. Pour ceux qui ont souvent pris des avions dans les aéroports, on voyait souvent des publicités, des placards publicitaires pour les produits Computer Associates, de la même manière qu'on en voit pour Oracle, pour SAP ou pour d'autres. Donc là, ces placards ont complètement disparu. On a tout de suite annoncé que le catalogue de solutions était maintenu et les dates de fin de vie des produits ont été allongées. Par la suite, toujours dans une rationalisation du financement, toute la partie Professional Services a été externalisée chez HCL, qui est un acteur très important du Professional Service, entre autres. Là, ça a causé un peu des drames. Nous, on l'a su parce qu'on a des liaisons avec des partenaires externes. Et tout le Professional Service qui était chez Dollar Universe ou chez Automic a été renégocié. Enfin, leurs contrats ont été changés pour passer sous HCL. Avec plus ou moins de bonheur, on va dire. Et puis, il y a eu, dans certains cas, des annulations de contrats existants, Computer Associates, pour une renégociation vers des contrats Broadcom. Et donc là, par contre, ça a eu un impact assez important côté client. Néanmoins, le PDG de Broadcom a quand même fait des déclarations assez tonitruantes, hein, et il les a fait assez vite d'ailleurs. Hein. Pourquoi Broadcom acquiert CA? Et il a dit clairement, alors là c'est une traduction, hein, clairement, nous concentrons toute notre attention sur le renouvellement des produits existants, ce qui veut dire clairement que l'objectif c'était plus de créer de nouveaux logiciels ni d'acquérir de nouvelles solutions, et l'attention s'est portée essentiellement sur les 500 plus gros clients possédant des solutions mainframe. C'est-à-dire qu'en gros, comme c'est marqué dans la copie d'écran en bas à droite, hein, Broadcom a pour objectif, en gros, de tirer le meilleur profit des clients CA Technologies utilisant des solutions mainframe. Les solutions mainframe étant des solutions qui, d'une manière générale, ne nécessitent pas un gros investissement en maintenance et dont le code source a été pondu il y a déjà plus de 15 ou 20 ans et qui sont extrêmement stables. Et donc, le but du jeu, c'est pour tous les clients qui poursuivent leur chemin dans le mainframe, de capitaliser là-dessus. Pour les clients du distribué, ou pour en tout cas les clients qui sont hors de ces 500 plus gros clients, il y a une espèce de suspension de l'information qui fait qu'on a laissé un peu de côté ces clients-là de manière plus ou moins tonitruante et ils se sont retrouvés très isolés face au dialogue qui devait normalement avoir lieu entre un éditeur et ses clients. Donc, ça a été extrêmement impactant. En ce qui concerne le marché français, on ne retrouve pas tous les marchés géographiques ont des structures différentes. En tout cas, pour le marché français, le catalogue Broadcom Computer Associates comporte pas moins de 13 job schedulers différents, sur distribué ou sur mainframe, et on va retrouver une base importante installée du côté de Dollar Universe, du côté de One Automation Automic et du côté d'Auto6. Il y a une présence un peu plus marginale, mais néanmoins existante, sur les produits anciennement hors site Unijob, et une présence aussi quand même importante côté mainframe sur CA7, qui est l'outil d'automatisation phare du catalogue Computer Associates, CA7. Et puis après, il y a peu de clients sur d'autres solutions,
Alors, je vais en citer que quelques-uns, mais AppWorks, c'est une solution canadienne qui a été rapatriée dans le cheptel de Computer Associates puis de Broadcom. Et puis après, il y a d'autres solutions un peu plus anciennes, des séries, JobTrack, ESP, CA Scheduler. Ces solutions-là sont vraiment très peu présentes sur le marché français, même s'il y a quand même quelques clients qui continuent à les exploiter. Et donc, c'est quelque chose qui est à mettre en regard avec le comportement de l'éditeur face à ses investissements R&D. Donc, parlant de cette évolution, il faut aussi la mettre en regard de l'évolution du marché informatique et du marché du scheduling. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais en gros, on est parti de l'ère mainframe des années 80, où tout était très centralisé, vers une partie décentralisée puis virtualisée au cours des années 90 et 2000. Et puis aujourd'hui, on est sur des choses complètement différentes, avec du cloud, de l'IoT, éventuellement de l'intelligence artificielle et puis une gestion de la donnée qui est extrêmement versatile et qui peut être faite aussi en streaming. Le cloud, en apportant des infrastructures complètement décentralisées, a changé beaucoup la donne. Et évidemment, le job scheduler doit s'intégrer ou évoluer avec l'évolution de l'informatique de manière globale. Or, ce qu'on remarque d'une manière générale, c'est que le point focal de Broadcom reste quand même avec le mainframe vers les solutions centralisées et plus généralement sur du on-premise, sans désir marqué de faire des évolutions vers le cloud ou vers les containers et Docker ou d'autres technologies de ce type. Donc, les clients qui ont ce type de solution actuellement sont en droit de se poser des questions clés sur qu'est-ce qui va se passer si je fais du big data, comment j'automatise le big data, qu'est-ce qui se passe quand je fais du cloud, est-ce que je vais être facturé d'une manière inadéquate quand je vais automatiser dans le cloud, est-ce que mon produit est compatible avec DevOps, qu'en est-il de ma gestion de l'ERP et des autres ERP type SAP que je peux utiliser, et comment je vais gérer mon investissement dans les solutions Broadcom, sachant que Broadcom va peut-être délaisser la solution que j'utilise actuellement. Et donc, s'oppose le paradoxe du collectionneur de voitures. On a pris les voitures, mais ça aurait pu être complètement autre chose. Vous avez un catalogue de voitures complètement différentes et votre investissement en maintenance, c'est-à-dire investissement tant en développeur et en adaptation et en gestion de produits, va être aussi disparate que votre collection de voitures. Donc, ça va être comment gérer des Porsche quand dans mon cheptel, j'ai aussi des 2 chevaux ou des 4x4. Donc, quand on est Broadcom, il va falloir peut-être à un moment donné quand même être un peu logique et choisir un porte-flambeau du scheduling pour essayer de ne pas dissoudre la totalité de mon budget sur diverses solutions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, c'est assez complexe. Donc, le ressenti actuel des clients va dans diverses directions. Un manque de communication avec son fournisseur, des contrats qui expirent et qui ont besoin d'être renouvelés. Donc là, on a entendu parler, et je ne fais que rapporter des éléments qui ont été donnés par certains clients, des situations complètement ubuesques où les contrats sont gérés par une société dans l'Est de l'Europe avec des intervenants qui n'ont pas forcément accès aux contrats originaux, et donc des problématiques de maintenance extrêmement forts, des contrats de services qui peuvent être annulés par Broadcom purement et simplement, pas ou peu de services venant de HCL parce qu'ils n'ont pas forcément des gens formés sur les solutions en question. Et donc là, c'est un peu délicat de pouvoir continuer à faire vivre les solutions. Des craintes formulées par les clients, alors justifiées ou non, sur des futures augmentations des prix des services de Broadcom et des produits aussi de Broadcom fatalement. Et enfin, l'arrêt de la poursuite de l'innovation et du développement des solutions type Auto6 et type Automic et type Dollar-Universe. Donc, les clients ne savent pas sur quel pied danser. On continue pas. Pendant ce temps, l'informatique continue à évoluer, c'est-à-dire qu'il y a des nouvelles versions de Linux qui apparaissent, des nouvelles versions de Windows qui apparaissent, les containers, par exemple, qui entrent aussi dans la boucle et qui peuvent se faire poser des questions importantes sur la gestion de tout ça. Et donc, tout ça est dans la tête des clients et c'est très délicat de pouvoir apporter des solutions, des
des réponses claires à leurs questionnements. C'est très clair. Alors, quand même, Fred, cette situation peut paraître un petit peu sombre, mais ce que je constate, en fait, c'est qu'on est en 2020 et les clients n'ont pas vraiment réagi jusqu'ici à la situation. Alors, ouais, effectivement, il a fallu du temps pour que certains clients prennent la mesure de l'impact de l'acquisition de Broadcom. Alors, maintenant, les licenciements qui ont eu lieu suite au rachat et le manque de suivi des ordonnancements a commencé à se faire remarquer à l'échelle du marché du service. Et à ce niveau, il est important de rappeler qu'un logiciel ne peut être reconnu sur le marché que s'il compte une communauté d'utilisateurs importante, c'est-à-dire des spécialistes, des gens formés à utiliser cette solution en interne ou en externe. Et de là vient la pérennité de la solution. Alors, petit exercice, si on se penche sur LinkedIn et qu'on fait une recherche avec quelques filtres, donc là, la recherche est simple, hein, et je vous invite à la faire vous-même. Hein. On cherche des personnes, people, on cherche une localisation géographique et un nom de solution. On s'aperçoit que la répartition des quantités de personnes qui mentionnent les solutions CA dans leur profil LinkedIn est quand même très expressive. Hein. Alors, on va nous dire, oui, tout le monde n'est pas dans LinkedIn. On va nous dire aussi que la comparaison n'est pas valide parce que les noms des solutions ont changé au cours du temps. Alors, c'est peut-être vrai. Alors, mais je vous invite à creuser la question et à faire votre propre opinion parce que même en changeant les noms des solutions, on s'aperçoit que les quantités de personnes qui connaissent, qui mentionnent connaître Autosys, Automic ou Dollar Universe est quand même très faible en comparaison des personnes qui peuvent, par exemple, connaître Control-M. Alors là, c'est les chiffres de la France, mais si on étend l'exercice à d'autres zones géographiques francophones, donc par exemple la Belgique, on s'aperçoit que les quantités de personnes, enfin, en tout cas les ratios des personnes utilisant les solutions sont à peu près identiques en proportion. Donc là, c'est la Belgique. Là, le Canada, Québec, hein, je précise. Je l'ai bien mentionné dans la recherche LinkedIn. Donc pareil pour le Québec. Et je vais terminer par la Suisse. La Suisse aussi a les mêmes proportions. Donc au final, la question réelle qui se pose, c'est peut-être que j'ai une solution stable pour le moment, peut-être que j'ai des gens en interne qui connaissent ma solution, mais bon, bah, les personnels changent, évoluent, partent à la retraite, changent de service ou souhaitent passer dans une autre entreprise. Et si je cherche quelqu'un de nouveau pour reprendre le flambeau, ben, peut-être que c'est justement les talents sur le marché qui vont me choisir ou pas, et c'est pas moi qui vais les choisir en tout cas. Et si je les recherche, leur compétence est tellement rare que probablement leurs services vont me coûter relativement cher. Donc ce n'est pas tant une question de pérennité des solutions, ces solutions fonctionnent encore, qu'une question de trouver des compétences pour les faire fonctionner dans le futur. Très bien. Alors, très clair encore une fois, nous allons pouvoir poser une seconde question à nos auditeurs. Vous pouvez répondre sur l'interface GoToWebinar et je vais te laisser lancer la question. La question est, les problématiques évoquées au cours de ce webinaire résonnent-elles au sein de votre organisation? Je rappelle que vos résultats sont anonymes, donc c'est à vous. Alors, on a quelques personnes qui commencent à voter. On va laisser quelques instants. Une fois de plus, hein, je l'ai déjà répété, mais vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, c'est anonyme. Ok, là on a plus de personnes qui ont voté. Je vais présenter les résultats. Allez, je donne encore 5 secondes pour les derniers retardataires. Allez, on y va. Alors, voilà. Alors, on a 25% des personnes qui disent rencontrer des problèmes et 75% des personnes qui disent nous sommes clairement impactés par le rachat de Computer Associates par Broadcom. Okay. Je vous dirais qu'on n'est pas extrêmement étonné par cette situation. Donc, ça veut dire que vous êtes au bon endroit pour essayer de trouver, commencer à essayer de trouver des réponses. Mais alors, Frédéric, je vais réagir à chaud quand je vois effectivement les réponses. Dans ces conditions, pourquoi les clients en fait n'ont pas changé de solution d'ordonnancement? Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui empêchent un revirement rapide de cette technologie?
Alors en fait, il y en a plusieurs. La première, c'est que l'ordonnanceur reste une technologie assez ancienne, hein, c'est clair. C'est un élément clé de l'IT à plusieurs titres, parce que ça automatise toutes les applications d'une manière générale. Mais c'est aussi un outil qui plonge ses racines très loin dans la production et dans les applications. Donc on ne change pas d'ordonnanceur par plaisir et on ne le fait certainement pas sur un coup de tête, hein, d'autant plus que c'est le type d'outil qui n'est pas directement visible à l'extérieur de l'IT. Donc si ça tourne bien, il est complètement invisible, hein, vous êtes dans un avion, il y a le pilote automatique qui fait son boulot, il y aurait un pilote ou c'est le pilote automatique qui pilote, vous ne verrez pas la différence. En revanche, s'il pose des problèmes, ça devient une source de crise majeure et donc il va falloir évaluer intelligemment ce changement dans le contexte des projets de l'IT, tout en gardant en tête que cela ne se fait pas du jour au lendemain et que cela doit donc s'inscrire dans un plan. Donc, les questions clés qu'on devrait se poser en tant que client, c'est en tant qu'entreprise, quelle est ma stratégie d'automatisation à long terme, sachant que les outils d'automatisation dans l'entreprise, en tout cas au niveau de l'IT, il y en a pléthore. Néanmoins, l'ordonnanceur de production est quand même un élément extrêmement clé pour faire fonctionner la boutique, qui a généralement tout un historique en plus. Il y a une deuxième question, c'est votre stratégie d'automatisation est-elle innovante? C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez investir dans l'ordonnanceur ou est-ce que vous faites juste le minimum pour garder la lumière allumée? Donc, auquel cas, les investissements ne sont pas les mêmes et vous ne posez pas les mêmes questions. Et enfin, elle est plus indépendante, cette question, c'est quelle est la stratégie d'investissement à long terme de Broadcom dans ces automates d'exploitation? Donc, on en revient à cette histoire du collectionneur de voitures qui se pose la question de savoir où est-ce que j'investis? Qu'est-ce que je fais? Quel va être mon outil préféré dans mon catalogue? Alors, je vais donner quand même quelques indicateurs plus généraux par rapport au débat d'aujourd'hui sur les questions à se poser. Pourquoi changer d'ordonnanceur? Tout simplement, les raisons qui font que le changement est important, c'est que la maintenance de mon automate me coûte trop cher. Mon automate n'est plus en phase avec les technologies que j'utilise actuellement. Donc, on en revient à la question de Docker ou de l'ERP ou du Big Data ou du cloud, tous ces éléments-là. Mon automate n'est plus supporté par l'éditeur, ce qui n'est pas le cas suivant ce que nous dit Broadcom. Mon automate est instable et ne tient plus la charge. Ça peut arriver. Plus personne ne connaît le fonctionnement de mon automate. Donc là, on en revient au slide que je vous ai présenté sur le comportement LinkedIn des personnes qui disent connaître ou ne pas connaître les solutions diverses du marché. Et enfin, les services IT fusionnent. J'ai plusieurs entreprises qui sont sous une même bannière. On a plusieurs IT redondantes et on doit passer sous une seule solution. Donc là, effectivement, il faut trouver une seule solution et se mettre sous une même bannière, je voudrais dire. Donc, le projet, quand même, il est soumis à un go-no-go qui est plus ou moins complexe à évaluer. Et dans ce contexte, il y a d'une part le no-go, d'autre part le go. Et donc, il faut voir qu'est-ce qui fait peser la balance d'un côté ou de l'autre. Donc, la nouvelle solution, elle va venir évidemment avec une licence, un coût de maintenance aussi, un coût de formation, un coût de migration. À ceci s'ajoute un risque du changement qui peut être politique, mais aussi qui est clairement lié à une utilisation de la production qui va être mise à risque du fait du changement de l'outil. Moi, je compare toujours ça à une opération à cœur ouvert. Quand vous changez l'automate d'exploitation, OK, vous changez l'outil, mais mine de rien, la production doit continuer à tourner, doit continuer à être automatisée. Donc, dans ce contexte, il va falloir être assez rusé pour faire fonctionner normalement votre production pendant que vous changez l'outil qui l'automatise. Donc, c'est assez risqué. Et puis, il y a le frein au changement. Globalement, quand vous avez des utilisateurs qui sont formés sur une solution, je parle évidemment d'expérience pour avoir côtoyé cette situation plein de fois. Les clients, les utilisateurs ne sont pas très joyeux à l'idée de se dire, il va falloir que je me reforme sur une autre solution alors que je connais parfaitement l'ancienne. Donc ça va évidemment dans la direction du no-go. Si je vais dans les autres arguments qui vont vers le go, donc on peut trouver un coût de maintenance inférieur à la solution en place, un meilleur support qui répond plus efficacement, un service plus efficace avec un réseau de partenaires maillés qui sont formés, qui sont efficaces ou même certifiés sur ce type de solution, une communauté d'utilisateurs qui est prête à partager sur les forums des best practices et des expériences, plus de ressources techniques d'une manière générale,
la valeur apportée par la nouvelle solution de manière générale, et donc on va toucher aux fonctionnalités de l'outil, dans le détail de ce que cet outil peut vous apporter d'innovation et d'une manière différente de faire qui sera peut-être plus adaptée à vos habitudes et à votre production. Et enfin, d'une manière générale, les autres raisons en faveur du changement. Là, vraiment, ça englobe la totalité de ce qui peut se faire et c'est très vaste, c'est très large. Des fois, on a eu des clients qui nous ont contactés et qui nous ont donné une excuse. Alors, je ne devrais pas dire excuse, mais une raison raisonnable et suffisante pour changer d'outil, qui était quelque chose de complètement nouveau et qui est quelque chose qu'on n'aurait pas pu forcément supposer de prime abord. Donc, même en tant qu'éditeur, sur ce marché-là, des fois, on peut être surpris par ce que nous disent nos clients. Donc, tout ça, évidemment, va en faveur du Go et justifie de la raison de changer. Alors, je vais, David, te laisser la main. En fait, les raisons effectivement que tu as évoquées, c'est clair. Alors moi, je vais peut-être m'adresser à Julien. Dans un contexte où les raisons sont alignées pour effectuer un changement, Julien, est-ce que tu peux dire comment BMC peut s'inscrire dans le processus de changement? Oui, bien sûr. Alors, je vais vous présenter dans quelques slides, non pas une réponse exhaustive de ce que fait Control-M, mais plutôt mettre en perspective ce que la solution Control-M offre en comparant tous les éventails du portefeuille d'automatisation de Broadcom CA. Pour commencer, vous voyez ce slide, c'est un slide qui vous présente, on va dire, l'historique de l'ordonnancement pour Control-M, commencé en 1987 avec une première version Control-M pour mainframe, qui ensuite a été redéveloppée dans les années 90 pour Control-M surdistribué. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que Control-M est la seule solution qui possède les mêmes fonctionnalités sur ces mêmes produits, sur le mainframe et sur distribué. Chaque fois qu'on rajoute une fonctionnalité côté distribué, elle est retrouvée aussi au niveau mainframe, et c'est la même philosophie de produits d'architecture. On passe sur le fil du temps. Ce qui est important à noter dans ce slide, c'est de montrer la pérennité et la continuité d'investissement qu'a BMC à continuer à investir en R&D. On investit énormément d'argent et aussi énormément en ressources. Sachez qu'il y a 250 personnes aujourd'hui dans la R&D Control-M. Je vais vous présenter maintenant les problèmes classiques qu'on rencontre au niveau de l'ordonnancement. Donc les premiers points à noter, c'est les noms des jobs qui ne respectent pas les normes. Premier point de vigilance, c'est on arrive sur une espèce de cacophonie au niveau de compréhension du plan de production. Deuxième point, tout ce qui était intégration, ça faisait partie du nerf de la guerre dans les années 80-90, faire des intégrations propres pour éviter le scripting. Deuxième écueil, c'est on retrouve très fréquemment des intégrations, notamment des bases de données par exemple, où on rentre directement dans le code, dans le script, des mots de passe en fait. Troisième point aussi qui est important, c'est la gestion des SLA. Aujourd'hui, l'ordonnanceur, il doit répondre à un problème principal, c'est comment assurer que mes services critiques passent en temps et en heure, que je puisse restituer l'information et les travaux à mes métiers de manière la plus efficace et la plus à l'heure possible. Donc, notion importante d'insister sur j'ai besoin d'avoir un outil qui m'assure mes affaires. Troisième point, c'est le stockage des logs et des traces. On nous demande assez régulièrement au niveau de son problème, est-ce que vous êtes capable de nous restituer des traces qui sont passées il y a un an pour les comparer par rapport à ce qui est passé hier. Donc, tout ce qui est notion de gouvernance, de sécurité, votre RSSI va être très sensible à la façon dont vous allez restituer l'information. Dernier point important, c'est ce qu'on appelle les silos, entre les équipes fonctionnelles qui font des demandes d'ordonnancement et des équipes plus à la production qui doivent les mettre en œuvre. Souvent, il y a des points de friction. Donc, avoir des moyens ou des méthodes plus souples, des interfaces différentes, de manière à ce que les deux équipes puissent fonctionner en meilleure collaboration. Et je finirai sur le dernier point qui est la visibilité. Avoir une interface graphique qui me permette d'avoir une vue globale 360 sur l'ensemble de mes flux informatisés
de mon entreprise. Donc voici schématiquement, il y en a d'autres, mais voici les problèmes majeurs qu'on va rencontrer dans les questions classiques d'ordonnancement. Ensuite, plus particulièrement sur les clients Computer Associates, Broadcom, Automic, voici quelques points qui ont été remontés récemment. Hein. C'est le premier qui est assez important, c'est les communications entre éditeurs, plutôt clients-fournisseurs. On est arrivé à des meetings où on nous dit moi j'ai plus de nouvelles, de mes anciens collègues d'Automic. Alors effectivement, comme a dit Frédéric en introduction, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de gens qui sont passés, sont partis, qui ont été plus ou moins chassés. Donc il y a un vrai turnover, ce qui fait que certains clients sont dans le flou, sont dans le noir et n'ont plus accès directement à un commercial ou une équipe technique. Question sur les versions supportées. Je suis en version 5 ou en version 6 de $Universe. Quid de la pérennité de ces versions? Qu'est-ce qui se passe? Question sur, je vais mettre cloud et container un peu dans le même bateau, mais c'est des sujets brûlants aujourd'hui qu'on rencontre. Grands clients français, mais même de la banque, très gros clients autotiques, qui nous dit aujourd'hui, les équipes ne savent pas lancer des batchs dans des containers pour aller dans mon futur cloud. Donc la question qui se pose, c'est voilà, comment répondre à ces points-là. Support du mainframe, effectivement. Est-ce que CA, est-ce que Automic vont toujours continuer à investir autant pour supporter le mainframe? Et dernier point qui est un petit peu redondant avec la communication éditeur, c'est quid de la roadmap sur mes différents produits. On l'a évoqué dans l'introduction. Hein, aujourd'hui, l'ensemble Broadcom CA, c'est plus de 13 job schedulers. Qu'est-ce qui va advenir de ces 13 unités? Est-ce qu'elles vont toutes continuer à exister ou est-ce qu'il y aura sans doute des convergences que les clients vont faire, des migrations qui seront plus ou moins forcées? Ça m'emmène sur un slide où je vais vous présenter les équivalences. Donc, vous connaissez toute la gamme de produits CA. Sur mon écran, ça n'a pas encore rafraîchi. Les équivalences, je pense que tu peux jouer tous les slides. Juste pour présenter ici ce qu'on veut mettre en évidence ici, c'est que vous avez sur la gauche tous les produits CA, donc CA7, CA11, donc essentiellement des connotations mainframe, mais Auto6, D-Series, ESP, JobTrack, Scheduler, Unicenter, donc toute la gamme historiquement Computer Associates, mais aussi la gamme Automic, hein, qu'on connaissait sous One Automation ou leur ancien nom UC4, mais aussi la gamme AppWorks, qui est essentiellement utilisée en Amérique du Nord pour les universités, et bien sûr $Universe. Donc à gauche, on a tous les produits d'Automic, et rassurez-vous, bien sûr, il y a des équivalences côté contrôleur, nous avons exactement les mêmes fonctionnalités, voire plus. À noter que notre solution est packagée, c'est un seul et même produit, avec des modules additionnels. Donc, gardez ça, c'est une suite contrôleur complètement intégrée, c'est un seul produit, avec des modules optionnels à activer. On passe au prochain slide. Donc, les challenges qu'on va rencontrer, aujourd'hui dans l'orchestration, c'est, si je reprends l'histoire, il y a 35 ans, il y avait essentiellement 4 rôles majeurs qui faisaient l'ordonnancement. C'était ce qu'on appelle les schedulers, avec les pupitreurs qui refaisaient les relances, ce qu'on appelle le run aujourd'hui. Il y avait des équipes de transfert de fichiers, et il y avait très peu de processus informatisés. C'était vraiment des processus de back-end, de clôture de journée, des paiements, des payrolls, hein, tout ce qui est RH, et de la facturation client. Et au fil du temps, il y a eu plus de demandes des métiers de pouvoir aussi toucher à l'ordonnancement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les produits ont dû s'adapter. Il a fallu créer des interfaces un peu plus faciles pour pouvoir s'intégrer avec les différents rôles. Vous voyez sur la droite de l'écran plus de transactions. Maintenant, on va faire aussi de la BI, de l'analyse fonctionnelle, on va restituer des informations dans des fenêtres web pour que ce soit plus lisible et plus vulgarisable, mais aussi au milieu tout un challenge technologique parce qu'on est passé du mainframe au distribué, on arrive dans le cloud, maintenant on nous parle de containers,
Un container, c'est un peu l'équivalent des VM qui arrivaient dans les années 2005. Et il faut être prêt, il faut avoir fait ce virage du cloud, de manière à pouvoir répondre aux besoins d'aujourd'hui et bien sûr de demain. Donc on parle de Kubernetes, et c'est là que le concept de ordonnancement va se transformer en orchestration. Il va falloir orchestrer de plus en plus de flux différents pour pouvoir proposer des interfaces, voire des API à différentes équipes. L'idée, à la fin, c'est de pouvoir avoir cette visibilité qu'on appelle end-to-end, donc 360, pour pouvoir orchestrer l'ensemble des flux d'ordonnancement, des traitements informatiques de l'entreprise et servir ces informations aux différents métiers. Donc, récupérer en amont les informations et les restituer de manière la plus simple possible. Et je terminerai sur 4 ou 5 bénéfices clés et différenciateurs qu'offre aujourd'hui, bien sûr, Control-M. Le premier, c'est le Change Manager. L'idée, c'est de pouvoir aujourd'hui accélérer la livraison des applications. Et pourquoi on se pose cette question-là? C'est assez simple. C'est que la difficulté aujourd'hui d'un ordonnanceur classique, c'est comment je fais pour passer le traitement en développement, le traitement batch, vers la production de manière la plus simple possible. Historiquement, on avait des moulinettes qui faisaient des transformations, puis souvent il y avait une intervention manuelle qui disait que ça créait des silos et des freins à l'agilité et pour accélérer les livraisons. Aujourd'hui, sans Control-M, tout ça c'est automatisé. Donc, je n'entrerai pas dans le détail de comment on le fait, pour l'occasion d'autres discussions entre nous. Mais l'idée, c'est de savoir que tout ça c'est automatisé, on accélère les mises en production automatiquement. Deuxième point qui est très important, c'est l'API. Je parlais d'offrir des interfaces modernes pour que des développeurs ou des chefs de projet puissent consommer l'ordonnancement. On parle aussi notamment d'API, une API REST, qui permet un format standard, qui permet de créer du job, créer des définitions de traitement, mais aussi de pouvoir lancer les exécutions. En parallèle de ça, on peut aussi déclencher la construction d'une infrastructure. On est capable de, à la demande, instancier un agent Control-M, voire instancier un serveur Control-M. Et tout ça, si on en a besoin, dans un container. On peut aller assez loin dans l'architecture moderne. Troisième point important, c'est le managed file transfer. Le managed file transfer, le transfert de fichiers, ça a toujours été un peu le yin-yang de l'ordonnancement. On reçoit des éléments qui vont eux-mêmes déclencher un workflow. Donc tous les logiciels, les CA et Atomic, ont tous investi de manière plus ou moins forte dans ces technologies de transfert. Sachez qu'on est allé un peu plus loin que les autres avec Control-M. Donc, bien sûr, on gère les transferts internes avec tous les protocoles sécurisés, puis maintenant les protocoles cloud comme le S3, mais aussi les transferts externes pour pouvoir aller échanger de manière sécurisée avec des partenaires. Ça, c'est un point important. Aller maintenant récupérer des fichiers externes déposés par vos partenaires. Autre point qui est capital, c'est pouvoir s'intégrer. On a vu dans le slide précédent la multitude d'applications qui arrivent aujourd'hui, par exemple les Snowflake, les Talent, les MongoDB. Aujourd'hui, s'intégrer facilement et de manière sécuritaire avec toutes ces applications, c'est le nerf de la guerre. Ça l'a toujours été, ça l'est toujours. Donc, application intégrateur, c'est notre solution qui permet de générer des propres templates d'intégration de manière très facile. Le dernier point, c'est le Batch Impact Manager. C'est une des raisons pour lesquelles on active aujourd'hui nos schedulers, c'est de pouvoir nous assurer des SLA, des flux les plus critiques. Donc aujourd'hui, c'est une fonction qui est très simple à mettre en œuvre dans Control-M, qui vous permet d'être proactif sur toutes les erreurs qui vont arriver au fil de l'eau dans votre production. Voici, je vais repasser la main à Frédéric, qui va vous faire une démo de notre outil de conversion. Merci Julien. Alors, avant de vous faire la démo, je vais quand même traverser quelques slides pour expliquer le principe de la conversion. Quand on a effectivement pris le chemin, évalué tous les avantages, les inconvénients, fait toute l'analyse nécessaire pour dire oui, on va commencer à réfléchir à une conversion, on va se mettre en ordre de bataille avec une méthodologie qui a quand même fait ses preuves parce que ça fait très longtemps qu'on migre des clients. Je vais te donner un chiffre à l'échelle mondiale. Il y a une migration vers Control-M qui se déclenche tous les 2 jours en moyenne. Donc,
Donc évidemment, pendant l'été, il y en a moins. Pendant la période hiver-automne, il y en a quand même beaucoup plus. Donc au niveau mondial, c'est quand même un chiffre assez important. Et l'idée de se mettre en ordre de bataille pour faire une conversion, ça sous-entend quand même de l'engagement de la part des équipes, autant de l'éditeur, voire du partenaire et aussi du client, bien évidemment, dans un premier temps, pour que tout le monde soit partie prenante dans la réussite du projet. Ce n'est pas l'éditeur tout seul qui va porter à bout de bras votre conversion. C'est un travail d'équipe. Ensuite, il va y avoir de l'analyse de l'existant. Alors, suivant l'outil que vous utilisez, suivant la quantité de jobs que vous avez, suivant la manière dont vous avez utilisé l'outil Legacy. Là, il est clair, par exemple, je vais vous citer un exemple classique, c'est j'ai utilisé un outil de scheduling qui avait un super mode commande. Et en fait, j'automatise des scripts avec cet outil qui font énormément appel à ce mode commande. Ben, fatalement, ce genre de décision, de choix, a eu un impact qui va se répercuter jusqu'à la conversion parce qu'il va falloir évidemment parser la totalité des scripts et retrouver ces invocations pour faire une conversion qui soit à l'équivalent. Il peut y avoir aussi un choix qui soit tout autre et qui parte du postulat que la quantité de jobs aidant, on est prêt à refaire un redesign de l'automatisation dans le nouvel outil. En aucun cas, il n'est souhaitable, même si ça peut être une étape intermédiaire, d'utiliser la philosophie de l'ancien outil dans le nouveau. Parce que sinon, vous allez utiliser une Porsche de la même manière qu'une 2 chevaux. Et ça ne va pas marcher des masses. Donc, c'est une étape qui est cardinale parce qu'elle va motiver toutes les étapes suivantes et elle va permettre d'identifier à l'avance les écueils qui pourraient se présenter dans le processus de conversion. Donc après, il y a évidemment une étape d'éducation, se former sur le nouvel outil, de telle manière à avoir le bon langage et de partager les mêmes vocabulaires quand on va passer de A vers B. Et puis après, c'est un processus itératif, alors qui est quand même différent quand on est dans le mainframe et le distribué, je dirais. En mainframe, on est quand même beaucoup plus partie prenante du Big Bang, c'est-à-dire être capable de faire tous les tests et tout le processus de conversion en une seule fois d'un point de vue global. Et puis un beau jour, on décide d'arrêter l'ancien outil et de démarrer le nouveau. Alors, ça nécessite beaucoup de tests en amont. Quand on est dans le distribué, on est plus dans un processus d'allotissement qui va faire qu'on va séparer des lots distincts de jobs de l'ancien ordonnanceur et on va les migrer graduellement dans le nouveau. Et on va se débrouiller pour que ces allotissements, de préférence, autant que faire se peut, n'aient pas de relation de synchronisation entre les jobs d'un lot à l'autre. Ce qui va permettre effectivement de faire graduellement une conversion qui va mener en bout de chaîne à ce que l'ancien outil soit décommissionné et que le nouveau prenne entièrement le relais. Donc les tests, les analyses des écarts, tout ça fait partie du processus. La release du code, alors en l'occurrence, si vous faites une migration vers Control-M, il s'agit de code XML, et puis la fin du projet qui va vous amener vers une utilisation complète et un décommissionnement de Control-M et un décommissionnement de l'ancienne solution. Il est classique qu'on nous pose la question en combien de temps. Il est très difficile de répondre, clairement. J'utilise toujours cette image de l'histoire du 80-20. 80% des jobs vont être extrêmement faciles à migrer parce que c'est des appels bêtes brutes de fonderie à des scripts et ça va être de l'ordonnancement très simple, sans conditionnement rocambolesque. Et puis, il y a toujours un 20% de jobs qui vont être beaucoup plus difficiles à migrer parce que ça repose sur des conditionnements très précis avec des calendriers très tordus demandés par les financiers et les comptables qui demandent des choses beaucoup plus difficiles à modéliser à l'équivalent ou l'utilisation d'une fonctionnalité extrêmement précise, pointue dans l'ancien ordonnanceur qui ne se retrouve pas à l'équivalent dans Control-M et il va falloir repenser la chose d'une manière différente et c'est ce qui fait tout le sel de la conversion avec ses enjeux de complexité et ses conséquences. Donc, tout ça doit faire partie d'un processus maîtrisé, bien réfléchi et en bout de chaîne, quand vous migrez complètement,
on veut s'assurer que ce soit un succès déjà d'une part et que vous puissiez effectivement utiliser toutes les fonctionnalités du nouveau produit. Alors, la migration, ce n'est pas un truc nouveau, hein. Ça fait très longtemps qu'il y a des clients qui bougent d'un produit à l'autre. Il se trouve que dans Control M, on a fait à l'échelle de BMC appel à des budgets de R&D pour dire aux développeurs, créez-nous des outils de conversion. Donc pour ce type d'analyse et ce type de développement, évidemment, on s'est appuyé sur ce qui est une analyse logique du marché. Donc, quels sont les outils dans le monde qui sont les plus utilisés? Donc, il y a eu une espèce de liste de usual suspects qui a été mise en place et ces outils ont été les premiers à bénéficier d'un outil natif de conversion. On a aussi un outil de self-conversion que je vais vous montrer, qui a une fonctionnalité un petit peu différente. Et enfin, on a un réseau de partenaires. Alors, je vais les citer. Il y a Adelius et il y a SMC, qui sont nos go-to personnes quand il s'agit de faire des migrations, qui ont énormément de compétences dans ce type d'opération. Nous avons aussi des professional services internes BMC. Et donc, suivant ce que vous souhaitez, suivant l'investissement que vous souhaitez faire, suivant que vous ayez besoin de l'estampille de l'éditeur ou pas, on aura à cœur de vous orienter vers les bonnes personnes et les personnes les plus intéressantes et qui ont les compétences qui sont les plus proches de ce dont vous avez besoin. Alors, petit point focal, l'outil natif. Donc, l'outil natif, il est fourni en standard gratuitement dans le package Control M. Comme vous le voyez à l'écran, il a la capacité de partir d'extraction de fichiers qui viennent des produits divers et variés qui existent sur le marché. Et évidemment, les produits C1 en font partie. Donc, vous reconnaissez AppWorks, Automix, Autosys, DollarUniverse, JobTrack, Unicenter, Workload Automation, et puis d'autres qui sont pas dans le contexte de notre discussion d'aujourd'hui. Donc là, ça veut dire qu'on va partir d'extraction d'extraction de fichiers des jobs qui viennent de l'ancien ordonnanceur, et l'outil que vous avez en face de vous va mâcher et parser ces fichiers pour en extraire les informations qui vont permettre d'en tirer un fichier XML qu'on pourra insérer dans Control M. Alors, soyons bien clairs, on ne parle pas d'un outil baguette magique qui va vous faire forcément quelque chose, une sortie qui va être directement, qu'on va pouvoir mettre directement dans le nouvel ordonnanceur et puis ça va partir du jour au lendemain en production. Absolument pas. Vous allez avoir un rendu XML qui va être au plus proche de ce que vous souhaitez, de ce que l'outil peut vous permettre de faire. Et puis, dans un deuxième temps, on va retravailler cet XML pour lui rajouter des éléments, rajouter des fonctionnalités, mettre à jour certains champs qui ne sont pas si évidents que ça à traiter, et on va obtenir en bout de chaîne un XML qui sera un peu plus propre. L'intérêt clé de cet outil, c'est qu'on peut l'utiliser autant qu'on veut et rejouer le processus de conversion autant qu'on le souhaite. Ce qui veut dire qu'à la fin, on va avoir un rendu qui sera au plus proche de ce que vous souhaitez obtenir entre ce que faisait l'ancien et ce que va faire le nouveau, ce que va faire Control M. L'outil de self-conversion est un peu différent. Il n'est pas forcément attaché à un outil en particulier, mais il a cet avantage d'être beaucoup plus, comment dirais-je, flexible en termes de fonctionnalité. Donc, c'est un outil qui part forcément d'un fichier XML qui est extrait d'un outil X, qui peut être de CA ou pas de CA, peu importe. Mais on va affecter des règles de parsing dans cet outil. Et cet outil va, évidemment, encore une fois, recracher l'XML qu'on pourra insérer dans Control M. L'avantage clé étant qu'on va pouvoir utiliser cet outil comme une espèce de moulinette, mais qui a déjà une sensibilité qui est liée au scheduling. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment il fonctionne. On a une extraction XML de l'outil source. On va créer un fichier de conversion, de règles de conversion. Et ces deux fichiers vont s'assembler dans l'outil, le moteur de conversion, pour à la fin donner de l'XML et qu'on pourra insérer dans Control M. Donc, plutôt que de vous expliquer conceptuellement comment ça fonctionne, je vais plutôt vous montrer ce que ça donne. Voilà. Donc, David, est-ce qu'on voit toujours mon écran? On voit ton écran, ouais, je confirme. Parfait. Donc là, je suis dans l'outil conversion qui est fourni en standard. Je peux vous montrer par exemple comment on convertit de l'Autosys. Donc là, Autosys, on va partir d'un fichier GIL, qui est le fichier d'extraction texte d'Autosys. Donc il y a un premier parsing qui est fait.
par l'outil de conversion qui va vous donner un certain nombre d'informations sur la structure de votre fichier. Qu'est-ce qu'on reconnaît comme job, qu'est-ce qu'on reconnaît comme file watcher, comme calendrier, comme user de soumission, combien d'agents sont déclarés dans le fichier. Donc, il y a tous ces éléments qui sont dans le fichier Gilles. Ensuite, on peut ajouter certains éléments qui vont être liés au processus de conversion, notamment retravailler les normes et standards, entre autres. Il y a d'autres fonctionnalités, mais je ne vais pas m'étendre. Et puis, la conversion va avoir lieu factuellement. Donc là, on a dans Control-M, dans la terminologie Control-M, on va obtenir des folders, 2 folders, des sous-folders, le nombre de jobs créés, 5 pour un total. Donc là, vous voyez, c'est une toute petite conversion, c'est à titre indicatif. On va avoir des informations qui vont être liées à peut-être des erreurs ou des warnings qui vont vous dire tel truc, je te le convertis comme ça, mais tu ferais bien d'aller rejeter un coup d'œil parce que c'est peut-être pas forcément la manière idéale de le convertir. Et puis, next, on donne des contextes spécifiques, notamment la partie calendrier. Et puis, à la fin, on a une conversion qui nous donne du fichier XML et éventuellement, ce fichier XML, on va aller l'ouvrir dans Control-M. On va retrouver la structure des jobs au sein de Control-M. Donc ça, c'est pour l'outil de conversion qui est directement livré avec Control-M. Et je vais vous montrer l'outil de self-conversion. Alors là, j'ai un exemple qui est lié à un outil qui s'appelle Visual Cron, qui n'est pas un outil de CA, qui n'est pas un outil Broadcom, qui est un outil plus, j'oserais dire, open source. Et donc, les clients qui voudraient passer de cet outil vers Control-M vont nous fournir des extractions XML qui sont disponibles dans l'outil. Et on va parser cet XML, donc là où l'XML est présenté au centre, et on va indiquer graphiquement, donc il y a une partie graphique, on va lui dire, voilà, tout ce qui est folder de Control-M va être reconnaissable dans le fichier XML de Visual Cron avec un élément XML qui s'appelle name. Et partant de ce principe-là, l'outil de conversion va parser l'XML et reconvertir tout ce qui s'appelle name en tant qu'encre XML en fichier folder, en élément folder dans Control-M. On peut lui donner, par exemple, ici, j'ai plus de détails, les applications Control-M correspondent à des groupes dans Visual Cron. La partie description des folders, ça s'appelle description dans l'XML. Pareil pour les jobs. Le job name a un nom aussi. On peut lui rajouter des attributs. On va définir la hiérarchie, comment on lie les jobs aux folders, comment les folders sont liés entre eux éventuellement, les types de jobs. Donc là, j'ai des jobs de type OS et les conditions entre les jobs, si c'est possible de les déclarer, alors de préférence oui. Et puis après, on a le script en tant que tel. On peut rajouter du scripting. Alors, je vais vous le montrer dans, par exemple, la hiérarchie. Là, le scripting me permet d'identifier facilement, sans passer par du graphique pour le coup, comment on gère les liens entre les jobs et les folders. Et en faisant ça, je peux carrément modifier la manière dont la moulinette fonctionne. Donc, en bout de chaîne, quand on a validé tout ce qu'on devait valider, on déclenche le processus de conversion et je vais retrouver donc 35 folders, 67 jobs de type OS. Et donc, les résultats vont être symbolisés sous la forme d'un outil, enfin d'un fichier draft XML que je vais insérer dans Control-M et je vais retrouver une structure de job à peu près équivalente entre ce que j'avais dans l'outil précédent, enfin dans l'outil source et ce que je vais avoir dans Control-M. Donc au final, on a deux outils déjà qui de base permettent de faire au moins ce qui est la base de la conversion, c'est-à-dire un inventaire, combien de jobs, combien de structures de workflow, combien d'users de soumission, combien d'agents. Là, on va pouvoir avoir une estimation chiffrée précise de la quantité de travail qui va être nécessaire pour faire la conversion. Et donc, par-dessus, on va pouvoir aller plus finement dans l'estimation chiffrée, parce que c'est généralement la première question qu'on se pose, l'estimation chiffrée de la conversion en elle-même. Donc, c'est un outil déjà, s'il n'est pas utilisé pour la conversion en tant que tel, il peut servir à l'estimation de la charge. Voilà. Ceci clôture cette démonstration. J'espère que ça vous a donné des idées sur cette partie conversion dans Control-M et sur l'utilisation de Control-M. Ok. Alors, Fred, merci pour cette démonstration. Alors, nous allons pouvoir poser une troisième question à nos auditeurs. Vous pouvez répondre par l'interface de GoToWebinar.
Et cette question est, à quelle échéance envisagez-vous d'étudier les bénéfices que peuvent vous apporter Control-M en remplaçant de votre solution existante? Alors, pour voter important, j'ai une petite précision. Il faut que vous soyez en Windows View. OK? Sinon, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Alors, encore une fois, je précise, c'est anonyme, totalement anonyme. On va Donc laisser les gens quelques sont, secondes. oui, tout à fait, les gens sont en train de commencer à voter. Alors évidemment, il y a beaucoup de réflexions à avoir en interne sur la validité de changer de solution. C'est ce que je disais tout à l'heure dans un des slides. Tout le monde n'est pas prêt à faire le grand saut tout de suite. Si vous êtes dans une stratégie qui est celle de garder la lumière allumée, effectivement, c'est pas d'actualité pour vous l'idée de changer de scheduler. Néanmoins, pour mettre de l'eau dans votre moulin, gardez en tête que c'est un processus assez long qui mérite beaucoup de réflexion et qui ne se fait absolument pas du jour au lendemain. Donc, il vaut mieux prévoir le coup 6 mois, voire 1 an à l'avance avant d'espérer être en production sous le nouvel outil. Donc, je vais fermer le pôle. Alors, on remarque, oui, 20% je souhaiterais être contacté, 60% nous devons d'abord adresser cette question en interne et 20% je ne souhaite pas être contacté. Un nombre assez significatif de personnes ont répondu. Je vous remercie beaucoup. Eh ben, c'est parfait. Alors, je vous propose de passer aux questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les déposer dans l'interface de chat GoToWebinar, et puis je me chargerai de les redistribuer aux experts en notre présence. On va laisser Alors moi, quelques... ouais, j'ai pas une vue directe sur les questions. Non, parce que je vais te les assigner. Très bien, ok. Voilà. Alors, j'attends un petit peu. Alors effectivement, j'ai cité un certain nombre de partenaires, j'ai cité des partenaires français. Et effectivement, on n'a pas que des personnes françaises sur le webinaire actuellement. Si vous êtes en Suisse, par exemple, IT Concept peut vous accompagner aussi. En Belgique, on a d'autres partenaires, mais SMC, je sais aussi, peut aussi se déplacer en Belgique. Au Canada, c'est carrément des partenaires totalement différents. Donc, à ce niveau-là, n'hésitez pas à revenir vers nous, on pourra vous diriger vers les bonnes personnes. Alors, j'ai une question. Peut-être Fred ou Julien, vous me dites. Qui veut prendre cette question? La question, elle est simple. Quelles sont les dernières migrations CA vers Control-M? Qui veut répondre? Julien ou Fred? Alors, il y a des projets sur lesquels on est toujours en train de travailler, donc fatalement, je ne peux pas forcément répondre à ce type de questions. C'est un peu délicat de donner des noms. Je peux vous donner des noms de migrations qui ont eu lieu loin dans le passé, donc notamment Socotec a fait le passage. On a eu plus loin dans le temps Sanofi qui a décidé de migrer. Ça s'est fait il y a très longtemps et maintenant ils sont complètement sous contrôle M. On a eu des grandes banques qui ont décidé de faire le grand saut. Comme je le disais, dans les 6 derniers mois, il y a eu beaucoup de réveils sur le marché. Et donc, il y a toujours des processus en cours de réflexion et des migrations en cours qui sont actuellement en cours de réflexion ou en cours d'exécution. Donc, à la limite, si vous voulez avoir des informations ou même des contacts avec des gens qui font ce type d'opération actuellement, revenez vers nous, et on vous mettra en contact avec les bonnes personnes. Oui, et alors j'ai une autre question. Je vous l'adresse à haute voix si vous êtes OK avec ça, Fred et Julien. Oui, Il oui, oui, paraît, vas-y. il paraît que nous allons sortir une solution SaaS. Alors, est-ce que vous pensez, vous les experts, que ça va faciliter le changement pour les entreprises, en fait, dans le cadre de ce que nous avons présenté aujourd'hui? Alors, ouais, c'est une question très intéressante. Faut voir, enfin, à terme, peut-être qu'il y aura des réflexions dans ce domaine. La question, c'est est-ce que le client est prêt à utiliser le cloud pour automatiser sa production?
est-ce que le client a assez de machines dans le cloud pour que l'utilisation d'une solution SaaS pour automatiser son cloud se justifie? Et puis effectivement, en bout de chaîne, mais je dirais, on ne parle pas de moyen terme, on parle plus de long terme, peut-être qu'il y aura des clients qui vont dire, moi j'ai une solution Broadcom, je souhaite passer sur une solution entièrement SaaS. Et là, effectivement, le processus de conversion va être, j'oserais dire, différent, mais la solution SaaS va être une vraie solution. D'autant plus on sera les seuls, alors la solution n'est pas encore sortie, elle est prévue pour la fin de l'année. BMC est va être le seul éditeur qui va proposer un ordonnanceur en SaaS. Et ça va être un gros changement de la donne. Donc, rendez-vous fin d'année pour les présentations qui vont avoir lieu pour vous présenter cette solution. Et oui, effectivement, il va y avoir des éléments de réflexion pour aller dans le SaaS ou au contraire refaire du on-premise pour faire de l'automatisation. Mais juste pour terminer sur ce sujet, la majorité des clients qu'on croise et qui nous posent des questions là-dessus sont extrêmement rarement full cloud. Ils sont plutôt en hybride avec du on-prem et du cloud. Et la solution SaaS sera plutôt un complément au on-prem. Mais il faudra de toute façon trouver un éditeur qui puisse faire les deux. Donc, on sera à votre disposition à ce moment-là. On va prendre, parce qu'on est un petit peu limité par le temps, on va prendre une dernière question parce que tout à l'heure, en fait, Fred, tu as évoqué effectivement les raisons, parce qu'il y avait une interrogation sur un certain constat et les raisons qui pouvaient amener à changer d'ordonnanceur, migrer vers un autre ordonnanceur. Mais de ton expérience, est-ce qu'il y a un élément qu'on retrouve qui est vraiment un déclencheur pour les entreprises qui décident de migrer vers un autre ordonnanceur? Alors, ouais, je vois, il y a plusieurs raisons clés qui peuvent venir. Alors, le fait tout simplement que, enfin, moi je prends mon exemple parce que je connais très bien Dollar Universe, mais Dollar Universe a eu ses heures de gloire vers 2005-2008, je dirais. C'est un produit qui a eu beaucoup de succès. J'en parle d'expérience. Il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont investi dedans, notamment dans le retail par exemple. Et il y a eu des équipes qui ont été formées. Et ces équipes, c'était déjà des gens qui étaient assez seniors dans le contexte de la production et qui avaient des compétences et qui les ont mises au service de l'ordonnancement. Mais ces mêmes personnes, on est en 2020, elles sont peut-être plus en fin de carrière qu'en début de carrière, si j'ose dire. Et donc, ces personnes, on voit leur sortie du contexte de l'entreprise vers la retraite et on se dit, bon, bah voilà, j'ai telle solution, mon administrateur de la solution qui est très bon dans son domaine, la question ne se pose pas, il va partir à la retraite, qui est-ce que je vais pouvoir mettre à sa place pour continuer à ordonnancer mes flux qui récupèrent le chiffre d'affaires de tous mes points de vente. Sachant que si je fais pas cette action de workflow, les conséquences, c'est que je peux pas réalimenter mes supermarchés, je peux pas prendre de décision marketing, enfin, c'est une catastrophe, quoi. Donc, c'est là que il faut éviter d'être au pied du mur avant de prendre la décision et de se dire, bon ben, je sais que d'ici 2-3 ans, j'ai une solution délicate à gérer, il faut que je m'y prenne en avance, on fait l'analyse et on saute le pas. Parce que là, une fois de plus, j'en reviens à mes slides avec les recherches LinkedIn, mais la personne qui va rechercher des ressources Dollar Universe chevronnés qui veulent continuer à travailler sur du Dollar Universe, mais qui en même temps vont se retrouver dans des contextes où c'est peut-être des vieilles versions de Dollar Universe qui seront utilisées, ça va être difficile de trouver des ressources. Donc dans ce contexte, cet exemple-là est parlant. On a eu beaucoup de personnes qui se sont tournées vers nous et qui nous ont dit qu'est-ce que vous proposez comme solution? Ok, très clair. Très clair. Alors, j'espère que ce qui a été expliqué et démontré aujourd'hui vous est utile. Merci Fred, merci Julien. Alors, la bonne nouvelle, il y en a plusieurs. BMC va organiser plusieurs autres webinaires sur d'autres sujets. Vous pouvez effectivement voir à l'écran. Je vais en citer un, celui qui aura lieu le mardi 7 juillet 2020 sur le thème automatiser SAP et Talend. Nous n'avons plus qu'à vous souhaiter bien sûr du courage dans cette période de déconfinement. D'accord. On vous dit à bientôt. Alors, il y a quand même certaines choses. Et une autre bonne nouvelle que je vais vous donner, c'est que Fred et Julien
Ils vont rester disponibles et joignables par mail et téléphone pendant les 30 prochaines minutes si vous souhaitez leur poser directement vos questions, parce qu'effectivement, il y a le webinaire, vous avez peut-être des questions qui vous viennent à l'esprit, ils sont là et ils pourront et ils se feront un plaisir de vous répondre. Autre chose, dans l'interface de GoToWebinar, vous avez la possibilité de télécharger la présentation en PDF qui a servi de support, donc c'est toujours intéressant. Et puis, écoutez, n'hésitez pas bien sûr à revenir vers nous si vous souhaitez avoir plus de détails, que ce soit maintenant ou plus tard. Merci pour votre attention et votre disponibilité et nous vous souhaitons une très très bonne journée. Merci à tous. Merci.